Après l'échec de la première session le week-end dernier, le Pakistan œuvre donc toujours en coulisses pour tenter de ramener à la table des discussions Téhéran et Washington, les Pakistanais qui essayent d'accélérer le rythme. Et semble-t-il, ça marche. On vient d'apprendre il y a quelques instants, bonjour Antoine, Bonjour que par la voie d'Islamabad, des messages avaient été échangés entre les Iraniens et les Américains. On n'en doutait pas vraiment, il faut le dire. On continue de se parler, même si officiellement le bras de fer est toujours là. On va vous parler du détroit d'Ormuz dans quelques instants. Il y a une délégation pakistanaise qui va arriver à Téhéran mercredi, c'est ce que nous dit l'Iran. Aujourd'hui, une deuxième session, donc a priori imminente. Oui, a priori imminent. On n'avait pas de doute en effet qu'il y avait des messages qui continuaient d'être passés, qui ne sont pas directs entre Téhéran et Washington, mais par l'intermédiaire notamment, essentiellement d'Islamabad, donc du Pakistan. Mais rien que le fait de le reconnaître publiquement, notamment de la part des Iraniens, qui ont toujours une posture un petit peu intransigeante, montre bien que la diplomatie, elle se poursuit sans interruption depuis samedi dernier, c'est-à-dire depuis l'échec de ces négociations entre la délégation iranienne et la délégation américaine. En effet, une délégation pakistanaise est censée arriver aujourd'hui en Iran. Ce doit bien être le seul avion qui arrive à se poser en Iran en ce moment pour pouvoir discuter de manière plus approfondie avec les dirigeants iraniens, dirigeants politiques et dirigeants des gardiens de la révolution. C'est assez entremêlé, mais en même temps, il faut arriver à contenter un petit peu tout le monde, en tout cas de façade, pour pouvoir ensuite essayer de réunir tout le monde de nouveau à Islamabad. Hier, Donald Trump a dit dans les 2 jours, on devrait avoir quelque chose. Vous allez voir ce que vous allez voir, probablement une nouvelle session de négociation. Il a redit d'ailleurs que c'était probable que dans la semaine, Américains et Iraniens se reparlent. Donc ça se concrétise. Il y a de nombreux pays qui sont autour et qui poussent chacun en fonction des contacts qu'ils ont parfois avec les deux camps. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, parfois uniquement auprès des Américains ou auprès des Iraniens, pour dire il faut négocier, il faut se retrouver une sortie diplomatique à cette crise qui n'a désormais que trop duré. Voilà, c'est le cessez-le-feu au final qui est en jeu. Rappelons que les Américains ont annoncé en grande pompe un cessez-le-feu de 2 semaines. On va très vite arriver au bout de l'échéance. Cessez-le-feu, je me permets de vous couper, qui devrait être prolongé. Et on a les Iraniens et les Américains qui auraient donné un accord de principe pour le prolonger. Donc pour l'instant, il va jusqu'au 22 avril, c'est-à-dire dans une semaine. Il pourrait être prolongé pour laisser davantage de temps à la diplomatie. Et oui, parce que sur le terrain, pour le moment, les choses n'ont pas changé. Enfin, le ton s'est quand même durci dans le détroit d'Ormuz. On va aller voir ce qui se passe du côté du détroit d'Ormuz. Les Américains, on le rappelle, en début de semaine, ont imposé un blocus dans le blocus. Pas totalement hermétique. Trump a beau s'en féliciter, a beau déclarer chaque jour que la fin de la guerre est proche. Il y a quand même des navires qui réussissent à passer, beaucoup moins, mais quand même, il y a un navire iranien tout à l'heure qui, évidemment, s'est félicité d'avoir réussi à franchir les lignes ennemies. Et tout cela inquiète fortement le reste du monde. On va regarder quelques images et puis on en reparle juste après. L'impact sur l'économie mondiale qui commence à devenir bien réel pour beaucoup de pays. Explication signée Noémie Roche. Regardez. Depuis le 28 février, il tourne au ralenti. Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, représenté ici sur cette carte, est quasi à l'arrêt, avec déjà de lourdes conséquences sur l'économie mondiale. Avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, près d'un cinquième des flux mondiaux de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié transitaient par cette voie maritime, tout comme 33% des engrais mondiaux. Le ralentissement du trafic a donc des effets très concrets. On assiste à une hausse des prix de l'énergie et à terme, potentiellement, à une hausse des prix des denrées alimentaires, car les prix des engrais ont augmenté. Et nous savons que lorsque les prix des engrais augmentent, cela se traduit 12 mois plus tard par une hausse des prix des denrées alimentaires. Ce sont principalement les pays importateurs d'énergie à faible revenu qui en feront les frais. Le FMI prévient, rares seront les pays à sortir indemnes sur le plan économique de la guerre au Moyen-Orient. À plus de 11 000 km du détroit d'Ormuz, aux États-Unis, ce producteur de soja ressent déjà concrètement les conséquences de la guerre. Les prix des carburants et des engrais ont explosé. On avait le diesel à 3,50 $ le gallon. Maintenant, on approche des 6 $. Ça a été plutôt difficile ce printemps pour vraiment lancer les semis. Il faut 100 gallons pour remplir un tracteur, pour ceux qui ne le sauraient pas. Dans ces conditions, l'Institut monétaire a revu ses prévisions de croissance à la baisse. 3,1% contre 3,3% attendus par l'organisation en janvier. Pour mieux renforcer la résilience face au choc énergétique,
Le FMI recommande d'accélérer l'adoption des énergies renouvelables qui permettraient aussi d'améliorer la sécurité énergétique et de soutenir la transition climatique. Voilà, inquiétude bien réelle, Antoine, quant aux répercussions mondiales, économiques mondiales. Il y a aussi des répercussions et l'impact sur une éventuelle crise alimentaire, notamment en Afrique. La situation dans le détroit d'Ormuz aujourd'hui, comment est-ce qu'elle peut se solder? On a entendu les Iraniens faire monter les enchères et menacer, si les Américains ne débloquaient pas la situation dans le passage, de bloquer à leur tour le passage dans la mer Rouge. Les négociations diplomatiques, c'est toujours un rapport de force qui se joue aussi ailleurs. Et on vient à la table des négociations plus ou moins en position de force et on essaye justement d'être en position de force. Les Iraniens ont bien montré depuis plus d'un mois désormais qu'ils avaient un atout maîtresse, c'est de bloquer le détroit d'Ormuz. Donc Donald Trump, à vous dire qu'il fait un blocage, non seulement il y a des trous dans la raquette, même si certains passent volontairement parce qu'ils sont uniquement pour le Golfe ou pour l'Irak et pas pour les ports iraniens. Mais on voit bien qu'il y en a quand même qui sont passés et surtout il n'y avait quasiment pas de bateaux, de navires qui essayaient de passer de par justement ce blocage qui existe depuis plusieurs semaines. Mais du coup, il y a aussi cette volonté de dire, puisque vous voulez nous étouffer économiquement par ce biais-là, eh bien nous, on peut très bien aller frapper un peu plus loin, c'est-à-dire la mer Rouge. Ça peut considérer concernés. Merci beaucoup Benoît. Les Saoudiens, les Israéliens, etc. Enfin, c'était aussi un espace important en termes d'échanges maritimes et donc c'est une vraie menace. Et en même temps, les Américains, pendant ce temps-là, ils continuent de montrer les muscles. Il y a, selon nos confrères du Washington Post qui ont révélé ça ce matin, 6000 nouveaux militaires qui sont en route en ce moment même pour la région, 4000 avec un nouveau porte-avions, le porte-avions USS George H.W. Bush, le père, donc le nom du père, avec évidemment tous les navires sous-marins qui l'escortent. Il y en a 4200 supplémentaires qui doivent arriver à la fin du mois et qui s'ajoutent aux 50 000 déjà déployés dans la région. Et Donald Trump dit la guerre est presque finie et en même temps ça devrait être réglé très rapidement, mais que ce soit par la diplomatie ou par des frappes. Donc pour ça, on se donne des options, de la crédibilité en déployant davantage de moyens militaires. Maintenant, sur le fond du problème, pour arriver à un accord, que ce soit sur Hormuz ou sur l'ensemble, parce que finalement tout va se débloquer en même temps si ça se débloque, et ça finira bien par se débloquer. Il y a, selon les médias d'État iraniens et selon d'autres sources, eh bien, 3 points sur lesquels on a recherché principalement un compromis lors de ces négociations qui pourraient reprendre, comme on l'a dit à l'instant. C'est le programme nucléaire iranien, c'est la libération, la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, et c'est un peu plus compliqué, la compensation demandée par les Iraniens pour les dégâts causés pendant la guerre. Je vois mal Washington faire un petit chèque à Téhéran pour leur dire tenez, voilà pour reconstruire tous vos bâtiments. Donald Trump qui a dit d'ailleurs aujourd'hui il leur faudra 20 ans pour se reconstruire, on verra. Il leur faudra sans doute moins de temps que ça. Le programme nucléaire est quelque chose d'assez clé finalement, parce que Hormuz, une fois qu'on est d'accord sur le reste, ça peut aller assez rapidement. Le programme nucléaire, il y a notamment la question de l'enrichissement d'uranium. La Russie est venue aujourd'hui en soutien de l'Iran en disant il est hors de question qu'il n'ait pas le droit d'enrichir de l'uranium comme n'importe quel pays au monde, à condition évidemment que ce soit à des degrés qui soient limités et qui du coup ne peuvent être qu'une utilisation civile. Concrètement, ce qui était déjà dans l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, le fameux JCPOA, l'acronyme absolument atroce, mais c'est l'accord sur le nucléaire iranien qui avait déchiré unilatéralement Donald Trump, et il pouvait enrichir à 3 et quelques %, alors que pour une bombe nucléaire, vous avez besoin d'enrichir à 90%. Donc il y a des choses comme ça qui sont possibles, mais pour l'instant, ça se rapproche tout doucement, mais on n'est plus complètement sur zéro programme nucléaire du côté des Américains. Ça semble s'assouplir un chouïa pour pouvoir trouver une solution. Maintenant, on n'y est pas encore. Bon, on n'a pas parlé encore des négociations qui ont eu lieu hier à Washington entre cette fois Libanais et Israéliens, ça y est, je m'y retrouve. En tout cas, ce que l'on peut dire aujourd'hui, on était avec Cyril Payen il y a quelques instants, c'est que les armes, elles parlent de nouveau au Liban et que les frappes se poursuivent notamment sur la région du Sud. Hein. Oui, et à 20 km de Beyrouth, aussi au sud de Beyrouth, cette zone-là n'avait pas été touchée depuis la fameuse nuit où il y a eu énormément, plus de 200 morts au Liban. Donc il y a eu 200 frappes ces dernières 24 heures contre des cibles du Hezbollah qui ont été touchées par l'armée israélienne, donc qui continue. Et avec ces négociations qui étaient un round prémonitoire, c'était pas prémonitoire, je trouve plus mes mots, je me retournais vers Benoît qui me sauve à chaque fois. C'était des préliminaires, un round préliminaire, disons, voilà. On n'était pas encore entré dans des négociations, vous aimez pas trop, dans des négociations de fond, mais je saurais m'en rappeler, vous en faites pas.
J'espère qu'il ne trouvera pas ces mots tout à l'heure. On a lâché là. Donc, voilà. Donc du coup, c'était un premier round pour voir si on était d'accord concrètement pour entrer dans de réelles discussions, de réelles négociations de fond. Les deux, Libanais et Israéliens, sont d'accord sur le principe. Maintenant, il faut trouver une date, il faut trouver un lieu pour voir où ça se passera, ce que ce sera encore à Washington, est-ce que ce sera dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Le problème, encore une fois, c'est que le Hezbollah n'est pas à la table des négociations et que c'est le Hezbollah qui pose problème aux Israéliens plus que le gouvernement libanais. Et pour l'instant, personne n'a les moyens de désarmer complètement le Hezbollah, qui menace d'ailleurs de dissensions internes entre Libanais encore plus importantes, parce que pour eux, concrètement, que le gouvernement libanais aille négocier avec Israël, l'ennemi juré, bien c'est une trahison. Et donc, il y a aussi des problèmes de ce côté-là, et Israël continue de frapper, parce qu'il refuse de commencer un cessez-le-feu qui serait uniquement avec le Hezbollah, donc sans avoir les résultats d'un éventuel accord de paix, alors que le gouvernement libanais, lui, réclame que pour commencer, on arrête de frapper le Liban et d'occuper le sud du pays. Merci beaucoup Antoine pour le décryptage. Donc,